Salut Jean-Marie, donc en fait on est un petit groupe de citoyens qui aimeront bien introduire la terre crue, la paille et le bois vraiment dans le bâtiment et de manière exponentielle. Alors on essaye de s'accrocher à des mouvements politiques et entre autres nous on travaille en collaboration avec la France Insoumise et donc notre projet c'est d'écrire des textes de loi et des choses comme ça. Et donc est-ce que tu peux te présenter personnellement en quelques mots ou ta structure dans laquelle tu travailles par rapport aux matériaux qu'on a cités ici? Ok, alors par rapport aux matériaux, sinon ça va être trop long. Je suis Jean-Marie Letiec, architecte dans une agence d'architecture dont je suis le gérant qui s'appelle Nama Architecture à Grenoble. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Grenoble dans le laboratoire architecture culture constructive et, euh, et aussi à l'association Cratère. Voilà, alors en quelques mots, est-ce que tu connais quelques petits points du programme de la France Insoumise sur la terre crue, sur la paille et essentiellement sur la terre crue? Qu'est-ce que tu connais et est-ce que voilà, est-ce que tu sais qu'on s'y intéresse? Alors je ne connais pas tous les points du programme, mais je sais que vous y êtes intéressé parce que j'ai vu une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui brandissait le bouquin Bâtir en terre dont on est co-éditeur et, et voilà, qui a porté le message que c'était possible aujourd'hui en France aussi de construire massivement avec des matériaux en terre et des matériaux biosourcés plus généralement. Bon voilà, donc c'est super, c'est une partie de la réponse parce qu'il y a des objectifs de 200 000 logements à terme, il y a des choses écrites là-dessus et puis il y a surtout l'ouverture dans les lycées pro, voilà, il y a tout plein de choses. Alors, Ce qui est hyper important. voilà. Alors, simplement, en quoi, à ton avis et pour toi, le développement de ces filières va répondre à l'urgence écologique, si tu veux, je peux dire aussi sociale et aussi culturelle. En quoi ça peut être quelque chose qui est écologique, social et culturel? Le développement de la filière. Le développement de la filière terre crue. Ça va être compliqué de répondre très rapidement, mais forcément, le développement de la filière terre crue associé avec les autres matériaux qui sont biosourcés, parce qu'on fait que de la terre en France, c'est compliqué pour des raisons thermiques, de logique d'architecture. Après, la terre, c'est la réunion, c'est aussi plein de. Ah, c'est tout le tome et tout. Mais bon, bref, c'est forcément quelque chose d'hyper important et qui va être dans un point de vue global, coût global du bâtiment, coût global de l'urbanité, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est extrêmement important de réfléchir sur le développement de la filière, sur l'enseignement, sur la filière, ça veut dire de l'extraction jusqu'à la démolition et le recyclage des bâtiments, toute la filière, pour être cohérent à la fois d'un point de vue social, pour créer de l'emploi et de l'emploi localisé, on va dire, hein, donc créer aussi une économie locale, sociale, parce que forcément, ça va avoir un impact à la fois sur le pouvoir d'achat des gens, mais aussi sur le rapport avec le patrimoine, avec l'environnement, avec l'environnement même du logement pour avoir des matériaux sains dans le logement. Donc d'un point de vue global, c'est forcément mieux de construire avec des matériaux sains. Et à tous les niveaux, sociaux, économiques, culturels pour le patrimoine, architectural. Alors, est-ce que tu vois des dangers à la massification de l'utilisation de ces matériaux ou pas qu'est-ce que tu vois comme danger? Bon, les dangers, c'est les dérives. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens et que finalement on saute trop d'étapes trop vite. Ça, pour moi, c'est peut-être le danger le plus gros, c'est de sauter les étapes pour massifier. Par contre, je pense que l'objectif de massifier est un bon objectif. Parce que pour moi, la terre ou les matériaux biosourcés en général, ça ne doit pas être réservé à une classe socio-économique particulière. Donc soit c'est des autoconstructeurs qui peuvent baisser le coût de construction parce qu'ils vont le construire eux-mêmes, soit c'est des gens qui ont l'argent pour pouvoir payer des matériaux qui vont extraire avec une main-d'œuvre plus nombreuse. Dans nos pays occidentaux, la main-d'œuvre est chère, donc la mise en œuvre du matériau est chère. Donc c'est une élite qui peut se payer ce type de matériaux. Non, il faut que ce matériau soit accessible au plus grand nombre. Donc il faut massifier.
je pense qu'en termes de ressources, on est pas mal avec la terre. Avec toute la problématique des terres de déblai, des grandes métropoles, etc., on a une pertinence à la fois dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Donc la massification, il y a des dangers. Le danger, c'est d'aller trop vite, mais il faut y aller. Donc, que mettre en place pour éviter ces dangers? C'est pas aller trop vite, mais quelles sont les étapes que tu verrais alors à mettre en place et en quoi il faut pas aller trop vite? Il ne faut pas aller trop vite, ça c'est une difficile question quand même. Non, je pense que ce qui est extrêmement important de développer, c'est l'interdisciplinarité, c'est travailler à la fois avec les chercheurs, les artisans, mais aussi les architectes, les labos. Moi qui travaille en même temps en archi, plus laborocrataire, qui suis assez proche de l'association Terra, de l'association nationale Aster, je pense que c'est hyper important de travailler tous ensemble et que le message soit porté aussi au niveau politique, puisque finalement c'est les décideurs. Donc on se rend compte que depuis une trentaine d'années quand même, il y a un mouvement qui se fait pour alerter sur les dangers environnementaux de la construction, sur les émissions de CO2, etc. Aujourd'hui, les architectes sont quand même formés depuis, je vais peut-être dire une connerie, mais une vingtaine d'années, on commence à être alertés. Ça devient de plus en plus massif, cet enseignement-là, grâce aux évolutions aussi politiques, le Grenelle, les COP successives. Voilà, aujourd'hui, on reste quand même sous le coup du politique qui va décider. Et le décideur, il ne se rend pas toujours compte du temps qu'il faut pour mettre en place à la fois la formation. Je pense que ce qui manque cruellement aujourd'hui en France, c'est dans la formation publique, une ouverture sur les matériaux biosourcés, géosourcés. Voilà. Nous, on intervient un petit peu avec Crater, avec les AFPA, avec les Greta, voilà, un peu sporadiquement. Mais au niveau public, pour le plus grand nombre, voilà, ça reste quelque chose d'inconnu, tout simplement. Alors justement, parce que je poursuis toujours ma question, quels sont les axes prioritaires, si tu devais mettre un peu une hiérarchie, entre les freins juridiques, entre la formation, entre la recherche, quels sont les axes prioritaires que toi tu mettrais en avant pour permettre cette massification? Ouais, alors là, je ne vais pas te faire plaisir, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs axes prioritaires qu'il faut mener de front. C'est-à-dire que si parce que si on doit, on se rend compte, si on forme les archis et que les entreprises ne répondent pas derrière, ou qu'il n'y a pas les maçons ne répondent pas derrière, parce qu'ils ne sont pas formés justement. Donc il faut faire à la fois de la formation, du développement de matériaux. Les ATEX aussi, qui font des problèmes. Et la réglementation. Alors que les ATEX, c'est une toute petite partie pour justement passer outre la réglementation. Voilà, donc il faut à la fois faire du réglementaire, de la formation à tout métier, maçon, donc artisan, architecte, bureau d'études, bureau de contrôle, et tout ça pour que les assurances suivent aussi derrière. Alors demain, tu es créateur, tu dois supprimer une loi, tu dois améliorer des lois, sur quel axe? Une idée comme ça, voilà. Ça, c'est encore pire, parce que les lois, je les connais très mal. Mais je pense quel frein que tu rencontres dans ta vie quotidienne? Moi, le frein, il est réglementaire, clairement. Donc, toutes les normes, tous les règlements, toutes les règles pro qui ont été faites sont très intéressantes parce qu'elles sont là pour protéger l'usager, pour protéger aussi les acteurs, que ce soit l'entreprise, le maître d'œuvre, tous les acteurs de la construction sont protégés par ces lois. Et je pense quand même qu'elles ont été faites à un moment au niveau de la reconstruction d'après-guerre et qu'elles ont été faites souvent en restreignant les champs. Et je pense qu'il faudrait pas en créer d'autres parce qu'on a suffisamment, mais les réviser pour ouvrir le champ, plutôt le champ des possibles. Et qu'on puisse faire plus sans pour autant prendre de risques, mais un risque calculé en faisant confiance aux gens justement qui sont formés. Alors il y a un intérêt du citoyen lambda parce que plus de 40% du bilan carbone est lié au secteur de la construction
Et même dans ces 40%, c'est même la nature du matériau avant le chauffage que ça permet d'économiser qui est un des piliers de ce qui augmente le réchauffement climatique. Donc qui chaque fois, donc les citoyens, changer les matériaux dans le bâtiment, c'est pas du tout quelque chose de mineur, et très peu de gens le sachent parce que c'est pas du tout médiatique cette affaire-là. Or, si on change le bâtiment, on a un frein complet par rapport au réchauffement climatique. Et donc, nous, l'idée, c'est de faire naître un mouvement citoyen de prise de conscience. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait faire lever la terre, la paille, etc., sans un mouvement citoyen? Et est-ce que tu as des idées pour nous à aider à porter un peu un mouvement citoyen sur cette question-là? Non, je pense que, alors, je vais encore peut-être répondre à côté, mais oui, le mouvement citoyen, il doit parce que c'est les citoyens qui font bouger en fait. C'est une révolution, c'est changer. Donc forcément, il faut qu'il y ait une démarche massive des citoyens pour faire bouger les politiques qui sont souvent bien au chaud dans leur fauteuil et souvent un peu décalés de la réalité quand même. Pas de leur faute, hein. Et ils sont nés souvent au chaud, c'est bien pour eux. Par contre, je pense que ce qui est vrai, c'est que pour bouger les citoyens, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et la vraie prise de conscience, on ne peut pas imposer. C'est vrai qu'on a tous nos petites habitudes, on va souvent en voiture au boulot, on se déplace, etc. Alors, le transport, on connaît, le bâtiment, on connaît très mal. Et je pense on apprend à aimer ce qu'on voit. Et plus on voit de bâtiments qui sont mal conçus au niveau global, hein, pas forcément au niveau architectural ou spatial ou lumineux, mais au niveau global, dans la prise en compte globale de la façon de construire, on finit par aimer ça. Voilà. Et en essayant de répondre massivement avec des solutions standards, j'ai un peu l'impression que c'est la spécialité de la France. C'est-à-dire que quand on fait du nucléaire, on part dans tout le nucléaire. Quand on dit non, il faut faire du solaire, on va tous partir dans le solaire. Non, je pense qu'il faut quand même ouvrir, encore une fois, les champs, les modèles, et diffuser au maximum les points positifs de ces matériaux-là, en alertant sur les points forcément négatifs des autres. Mais il y a forcément une balance, c'est-à-dire que construire avec des matériaux biosourcés, géosourcés, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin du béton. C'est-à-dire que le béton de ciment, on va l'utiliser, le bon matériau au bon endroit. Ça, c'est une logique. Et que faire des ponts, des tours, bon, on a besoin de béton. Faire des matériaux, des projets R+3, R+4, on en a besoin en fondation. Pas plus. Voilà, En fait, ce qui nous manque, je pense, dans notre culture, c'est l'équilibre. Voilà, le bon matériau au bon endroit, et de réfléchir en ouvrant justement les œillères pour pas se limiter. Un grand merci à toi. Et ben non, et voilà, toutes mes à réponses à bientôt. côté de la plaque. Non, c'est bon.